Jean-Pierre Van den Branden, je suis très heureux de vous revoir à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, Erasme et son temps, un livre que vous consacrez évidemment à celui qui a été l'objet de votre passion, de vos études, de votre travail, de votre vocation, de votre art de la transmission, Erasme et son temps dans 30 essais d'études érasmiennes. Alors, pour commencer, peut-être une précision. Comment avez-vous conçu ce livre de 30 essais? Une partie est réservée à, en quelque sorte, une autobiographie de vous-même. Quel a été votre combat pour Erasme? Dans cette partie-là, vous évoquez une série d'épisodes qui vous ont permis, par exemple, de donner le nom d'Erasme à l'hôpital Erasme. Et en faisant cela, vous indiquez aux autorités de la ville d'Anderlecht que Erasme a été un des grands écrivains sur la médecine et donc il est tout à fait légitime de lui attribuer le nom d'un hôpital. On pourrait imaginer aussi que des universités portent son nom puisqu'il a écrit de nombreux essais et colloques sur l'éducation, sur l'importance de l'éducation, mais c'est surtout, et ce que vous avez voulu faire, c'est montrer comment il s'inscrit dans la Renaissance. Alors peut-être, première question, comment Erasme a-t-il pu produire autant de textes? On parle de millions de pages. Combien de textes? Et deuxième question complètement concrète pour situer le personnage, comment a-t-il pu voyager autant? Mon Dieu, excusez-moi ce cri de stupeur et d'horreur parce que votre question est tellement vaste et tellement multiforme et elle m'inquiète parce que je sens déjà que je ne pourrais pas vous satisfaire complètement. Alors, donc, pour en résumer, l'œuvre d'Erasme est colossale. Elle contient 37 millions de mots imprimés, c'est-à-dire 2000 fois le nombre de mots qui se trouvent dans mon livre. Donc, vous avez le livre entre vos mains. Imaginez ce livre multiplié par 2000 et vous saurez ce que ce petit homme à santé fragile, toujours aigrotant, toujours dans des états de souffrance physique parce qu'il a la maladie de l'intellectuel qui au XVIe siècle était absolument mondiale, c'est-à-dire la lithiase rénale. Tout le monde en parle à l'époque. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi les bains, les villes d'eau sont si connues, si fréquentées, parce que toutes ces eaux étrangères à base qui contiennent des tas d'oligo-éléments dont on ne peut qu'espérer que cela puisse guérir ces affreuses maladies très douloureuses. Erasme a donc écrit énormément. Pourquoi a-t-il tant écrit? Parce qu'il a une vocation de pédagogue. Il veut faire connaître ce que lui a étudié dans les livres, dans son monastère, il a été moine pendant quelques années, dans les moines, les monastères étant les seuls endroits à l'époque où il y a des livres et certains livres parfois très anciens. Ces bibliothèques se sont enrichies à partir de la chute de Byzance en 1453, puisque les Byzantins, les enseignants byzantins, les professeurs, les humanistes du moment ont pris la fuite en emportant le maximum de livres pour les sauver de la destruction qui était évidemment inéluctable vu la haine du monde mahométan sur de tout ce qui concerne l'Occident. Et on voit avec horreur que rien n'a changé depuis 5 siècles. Cela dit, j'ai moi aussi, une vocation pédagogique et j'ai voulu enseigner Erasme au plus grand nombre. J'ai voulu, en fin de vie, avec la nostalgie qui est une des facettes du vieillissement, à 94 ans, on se dit qu'on n'a plus beaucoup de temps à vivre et qu'il faut absolument que le monde soit le mieux informé sur ce que l'on a été. En fait, vous avez employé le mot autobiographie, c'est vrai, j'explique dans la préface comment je suis devenu conservateur et ce que j'ai pratiqué pendant 40 ans et avec cette envie, ce besoin de transmettre, de partager mon savoir au plus grand nombre possible. Le livre en est bien sûr la synthèse. Mais pourquoi ai-je écrit tant de chapitres? C'est que, en tant que trésorier de la SBL, les Amis de la Maison d'Erasme,
je parvenais à rassembler des sommes assez importantes, toutes dévolues à l'achat d'œuvres anciennes et d'œuvres d'Erasme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison d'Erasme contient la plus belle, la plus riche collection d'ouvrages humanistes de Belgique. Et peut-être, je n'oserais pas affirmer de l'Europe, parce que l'Angleterre est bien sûr à Paris et à Rome, ça va de soi. Et Quels même sont, dans des villes comme Oxford, où Erasme a été professeur de théologie et de latin, et qui les Anglais ont gardé à l'égard d'Erasme une reconnaissance éperdue, car c'est ce qui explique pourquoi à l'université d'Oxford, des professeurs, une famille de professeurs qui s'appelle Allen, a rassemblé avant la guerre toute la correspondance d'Erasme, toute la correspondance connue, parce que qui a donc été protégée, sauvée de toutes les destructions, ou de tous les incendies, ou de tous les oublis, ou de toutes les pertes des propriétaires de ces ouvrages. Donc, le commencement des études érasmiennes a commencé avec la traduction pas la traduction, pardon, le rassemblement, l'assemblage de sa collection de lettres, qui, là, je suis aussi un petit peu à l'origine de cette énorme entreprise. J'ai tellement fait valoir la valeur littéraire et philosophique de cette œuvre, donc tout à fait personnelle, privée même, au centre d'humanisme de l'ULB, de l'Université de Bruxelles, qu'une équipe a été formée et sous le règne du professeur Alois Guerlot, qui était un latiniste, et l'ULB a donc publié la traduction en français de ces 12 volumes, chacun de 5 à 550 pages, qui est une œuvre colossale qui a pris 20 ans du temps précieux de ses enseignants. Et pour résumer la pensée érasmienne, je vous dirais d'abord, bien sûr, par l'ordre d'importance, le fait qu'il est le pacifiste le plus passionné, le plus inquiet, le plus angoissé devant l'évolution des mœurs et surtout du comportement irresponsable des grands de ce monde. Je parle bien sûr d'abord de Charles Quint, dont il était le conseiller privé, mais qui est un guerroyeur, qui est tous ces rois sont des pirates. Ils veulent voler le bien des autres et des voisins. François Ier en France est aussi un psychopathe de la guerre, et même Henri VIII. Donc c'est un trio sanguinaire qui domine le monde et qu'Erasme veut convertir à son pacifisme. Il n'y est bien sûr pas arrivé, parce qu'il est bien plus facile d'enseigner la haine au peuple, aux gens, que l'amour. Ça, c'est une des grandes vérités premières, si j'ose dire, de son message. Il est pédagogue et il a écrit un très beau livre, un gros bouquin de l'éducation précoce et libérale des enfants. Libéral n'a pas de sens politique, bien entendu. Ça veut dire qu'on accorde le maximum de liberté de penser, parce qu'Erasme n'est pas au sens moderne un libre penseur, mais il a écrit des ouvrages redoutables qui ont d'ailleurs enflammé l'Europe sur le libre arbitre, auquel répondra Martin Luther, qui n'est pas un pacifiste lui non plus, par le serf arbitre, donc l'obligation d'obéir et de croire aux dogmes, à certains dogmes du moins, et à les divulguer. Erasme est pacifiste, il est pédagogue et il est surtout un, un passionné de la littérature, de la philosophie. Il connaît tout et c'est ce qui m'a toujours suffoqué. Comment est-il possible qu'un petit cerveau, parce que son crâne était pas très grand, on a retrouvé son squelette, donc on sait que son cerveau, oui, son cerveau, contenu dans sa petite boîte crânienne, presque d'un anormalement petit, contenait un réservoir de savoir et une faculté de mémoriser qui est absolument colossale. Comment a-t-il fait? Je n'en sais rien. C'est inexplicable. Personne d'ailleurs ne peut comprendre qu'il ait pu tant écrire. Et surtout, tant publier dans des livres, dans son grand imprimeur, c'est Johann Froben de Bâle. Ils ont travaillé pendant des années à la publication des œuvres d'Erasme et qui ont connu un succès de librairie absolument colossal. Je me rends compte que j'emploie le mot colossal à plusieurs reprises, mais il n'y a pas d'autre terme. Erasme est colossal
par son savoir, par son travail, par ses déplacements. Il l'a fait pour quelqu'un qui souffre de lithiase rénale, faire 80 km à cheval sans en descendre quasiment, sauf pour quelques petits besoins utiles et surtout nécessaires en cours de route, mais parcourir 80 km et En plus, avant de se mettre au lit. en plus, vous racontez bien dans quelles conditions on était logé à l'époque lorsqu'on voyageait ou dans quelles conditions on devait Oh, traverser mais la France. ce qui est pire, ce sont des auberges. Voilà. On parle beaucoup des punaises de lit, mais Erasme écrit des pages brillantissimes sur tous les parasites qu'on trouve dans les lits. Mais il parle aussi de la mauvaise nourriture, de la qualité des vins. Comme lithiasique, il n'aurait pas dû boire de vin, mais il préférait boire du vin rouge. Il était fervent du vin de Bourgogne. Les autres lui donnaient des coliques néphrétiques absolument insoutenables, mais le vin de Bourgogne n'était évidemment, aux yeux de la science d'aujourd'hui, n'était pas la boisson qu'il aurait fallu qu'il boive. Enfin bref, ces petits détails m'ont toujours amusé, bien sûr, et je parle de tout ça dans ce livre qui est une synthèse de tout ce que j'ai pu lire sur lui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai participé à une quarantaine de congrès internationaux organisés en Europe, aussi bien au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours, dont je suis devenu un familier, mais aussi bien sûr, aussi bien à Louvain et que Liège, qui a, grâce à des historiens brillantissimes, ont été le centre humanistique le plus fervent, le plus actif de Belgique. Alors donc, il est ce savant qui constate une chose, c'est que ce n'est pas la raison, ce n'est pas le bon sens qui règne en ce bas monde, mais la folie. La folie prise dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire aussi bien l'aliénation intellectuelle que la bêtise dans le comportement des gens. Alors, il est certain, tout le monde le sait, il a écrit un petit livre qui est un pamphlet absolument insensé d'un courage physique, parce qu'il ose attaquer les grands de la terre, qui sont puissants, qui ont droit de vie et de mort sur leur sujet. Il les traite comme ils le méritent, c'est-à-dire comme des débiles mentaux, comme des enfants pas développés et comme des imbéciles. Et folie, stultitia en latin veut dire tout ça. C'est son élan, et alors il a l'esprit tordu, comme tous les gens qui pratiquent, qui brident par leur esprit, critique bien entendu, il en fait une caricature puisqu'il fait l'éloge de ce qu'il ne cesse de critiquer. C'est un jeu littéraire, c'est un jeu d'un homme d'esprit et qui aime faire rire. C'est un de ses grands projets, faire rire les gens. Comme tous les comiques d'aujourd'hui, ils sont une pâture pour la curiosité des gens et c'est ce qui explique pourquoi tant de comiques d'aujourd'hui sont encore écoutés avec plaisir. Donc, Erasme aime faire rire. Jean-Pierre Van den Brand, je vous propose une petite pause, le temps de relancer la deuxième partie de notre entretien et nous parlerons des autres livres et publications de Erasme, notamment les colloques dont vous faites beaucoup de citations et qui sont bien entendu moins connus que l'éloge de la folie. Peut-être que ça permettra d'inviter ceux et celles qui nous écoutent à aller dans les bibliothèques pour aller chercher l'un ou l'autre livre d'Erasme et le lire. Laissez-nous quelques secondes pour qu'on relance une nouvelle période d'enregistrement et nous parlerons de cela. Jean-Pierre Van den Brand, poursuivons cet entretien. Alors, j'aimerais le débuter avant qu'on évoque les différentes publications d'Erasme par une citation d'une de ces phrases par lesquelles vous résumez si admirablement les situations les plus complexes, comme par exemple comment définir l'humanisme du XVIe siècle. Alors, je vous cite. Tous les humanismes du XVIe siècle ont en commun le sentiment exaltant de la redécouverte de l'homme capable de transcender les déterminations de sa nature par la force de sa volonté et la puissance de son intelligence et de devenir l'artisan de son propre destin. Est-ce qu'il n'y a pas là une synthèse complète et tellement convaincante de ce qu'est l'idéal érasmien?
Eh bien, tout d'abord, je vous dirais, Monsieur le Président, que ce que je viens d'entendre me paraît absolument sublime. Je le dis en toute immodestie, il n'y a pas moyen d'être plus synthétique et plus complet pour désigner une chose presque impalpable. L'humanisme, en effet, remet l'homme au centre des préoccupations de l'homme et oblige, bien entendu, tous les adeptes, tous les initiés au respect de l'autre, au respect de ses convictions. Il ne faut absolument jamais imposer une volonté quelconque à personne. Et je pense même, oui, je me souviens soudain que dans le chapitre que vous consultez sur les citations d'Erasme, il y en a plusieurs que j'ai fait imprimer en plus gras parce qu'elles expriment absolument ma pensée personnelle. C'est-à-dire que j'ai tellement lu Erasme qu'il m'arrive souvent de penser des choses, à les exprimer comme si c'était moi qui les avais composées et inventées. Je permets de dire au niveau de l'écriture même de votre propre livre qu'on y retrouve cette allégresse de la formulation de la pensée qui devait être très latine et qui devait être très dans l'esprit d'Erasme. À certains moments, effectivement, on a l'impression que c'est Erasme qui tient votre plume et que vous êtes son exécuteur euh, C'est le, c'est le testamentaire. C'est le plus joli compliment que l'on m'ait fait depuis bien longtemps. Mais je voulais répondre à une de vos questions tout à l'heure à propos des colloques. Figurez-vous, le hasard fait bien les choses, j'ai un jeune professeur de français dans l'enseignement secondaire qui a lu mon bouquin et qui me demande, qui a été très, très heureux d'y découvrir des citations érasmiennes, à tel point qu'il les a proposées à ses élèves de rhétorique et qui sont ravis et qui lui demandent s'il n'y a pas d'autres citations. Eh bien, j'en ai trouvé d'autres et je vais vous en lire deux ou trois. Mieux vaut apprendre peu avec intérêt que de dévorer beaucoup avec dégoût. Ça, c'est un extrait d'un de ses colloques. Ne s'ennuie pas celui qui sait vivre avec soi-même. Est-ce que vous ne reconnaissez pas un certain Pascal dans cette phrase? Absolument. Quand je lis, ce n'est qu'une fois la chaussure au pied qu'on sent où elle blesse. Ce sont des proverbes. Si vous avez lu dans votre jeunesse studieuse un certain François Rabelais, vous vous souviendrez que des citations sont innombrables. Si vous avez lu Don Quichotte, vous trouverez non seulement Don Il est Quichotte. derrière moi. Il est derrière moi. Oh, c'est bien, bravo, merci pour lui. Mais il y a Sancho Panza, qui est une encyclopédie de citations populaires, mais c'est prodigieux. Donc le goût de la citation, le goût de la référence est aussi une des caractéristiques de la Renaissance, de cette époque nouvelle, et bien sûr avec l'intention d'être le plus généreux moraliste de l'époque. C'est ainsi que l'on construit les nouvelles générations. Alors, je vais vous Mieux citer vaut, ne, Jean. mieux vaut ne rien faire que de s'occuper à des riens. Magnifique. C'est pas beau, ça? Très Mais beau. c'est d'un modernisme incroyable. Hein? Absolument. Je vais vous reciter vous-même, Oui. Jean-Pierre, Oh oui, oui, volontiers, j'adore. lorsque vous évoquez la définition de la Renaissance dans son aspect littéraire. Elle se veut, dites-vous, là je cite, un renouvellement des modes et des types de connaissances, un élargissement des sources d'inspiration littéraire et philosophique, une refonte de la pédagogie, une critique libératrice des traditions et des institutions, et enfin le respect de l'homme et de sa dignité. Est-ce qu'il n'y a pas là tout un programme de vie pour une société ou même pour la communauté humaine? Mais c'est le souhait qu'expriment tous les tenants érasmiens, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les moralistes. C'est, c'est une définition. Je me rappelle soudain que j'ai buriné cette phrase pendant des jours et des jours, comme un ciseleur essaie de recomposer sur du métal un dessin fait au préalable. Mais je crois, je vous avoue que je ne trouve absolument rien à y retrancher, ni même à en ajouter. Tout est dit là. Et c'est pour ça que j'ai ce sentiment
de ma foi, de pouvoir me retirer en âme et conscience et avec la satisfaction de l'ouvrage bien fait et de la mission accomplie. Je n'ai fait que deux citations, deux extraits d'une des 500 pages de votre ouvrage. Je voudrais attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent pour dire que l'ensemble du livre est constitué de la même manière. Et effectivement, quand vous parlez de ciseler une phrase, on a l'impression que chacune des phrases de votre ouvrage a été ciselée pour justement être fidèle au maître, je dirais, que vous célébrez ici, Erasme, et la formulation idéale qu'il avait, notamment en latin, puisque vous citez aussi plusieurs de ses sentences en utilisant le latin, en le traduisant ensuite, et on voit qu'il y a là une formulation qui nous rappelle combien les humanités sont un enseignement important, ce que vous mentionnez aussi. Bien sûr, et j'en suis convaincu, de plus en plus convaincu parce que je suis entouré par mes liens familiaux de jeunes générations et qui ne font pas de latin, qui ne font pas de grec. Eh bien, je sens qu'il y a là un vide effrayant de culture. Ils sont bien sûr très forts en électronique et autres mystères qui me dépassent de très loin. Et je crois que le moment que nous vivons ensemble, pour le moment, le prouve à suffisance. Mais la culture est dite traditionnelle, les gréco-latines, comme on disait de mon temps, sont une base et qui permet au cerveau d'apprendre à analyser. On analyse sa phrase comme on analyse un produit quelconque sous le microscope pour voir ses contenants. Et c'est un jeu de l'esprit qui devient familier à force d'en user. J'en suis ravi, tous les jours, encore maintenant. Vous dites que vous avez cassé votre plume et que vous ne voulez plus continuer à écrire. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même encore un exercice à faire qui serait en quelque sorte de faire un condensé de ce que peut nous apprendre aujourd'hui au XXIe siècle certaines des démarches de Erasme en les resituant évidemment dans le contexte de la Renaissance où l'obsession de la mort est présente, où la maladie est une crainte permanente, où l'intolérance existe. Et avec ce sentiment que nous revivons peut-être des périodes où l'intolérance risque de revenir, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un ouvrage à faire qui serait une sorte de viatique, plus qu'un un assemblage d'essais savants? Eh bien, Monsieur le Président, une fois de plus, je vous remercie pour tous ces éloges qui me vont droit au cœur et qui me font un infini plaisir, vous le devinez, parce que rien n'est plus pénible pour un écrivain. Vous devez le savoir mieux que quiconque, puisque vous en êtes un et brillantissime. On aime être compris, on aime être lu, et on est toujours un peu déçu quand les gens ne vous sautent pas au cou en disant mais c'est absolument génial, c'est merveilleux, personne n'a écrit ces phrases aussi bien, personne n'a pensé aussi loin, personne n'a imaginé un monde meilleur. Bref, c'est le rêve de toutes les civilisations, le rêve d'un monde meilleur. Et on voit que chaque fois qu'une période, et la nôtre devient de plus en plus tragique de jour en jour, que ce monde meilleur devient une utopie, pour reprendre un mot très, très important, puisque Thomas More, l'ami d'Erasme, a écrit pour répondre à l'éloge de la folie du premier, un ouvrage qui s'appelle Un Dieu qui n'existe pas, et qui explique pourquoi Erasme a pris en main le manuscrit de Thomas More pour le faire imprimer en Europe, parce que dans ce livre, L'Utopie de Thomas More, il ne cesse de dire, d'ailleurs dans le sous-titre c'est déjà exprimé, pour faire un monde autre, différent de celui dans lequel il vit. Donc l'utopie est un rêve typiquement renaissant et que nous portons tous en nous de n'importe quelle manière, soit devant ces problèmes familiaux ou nationaux ou internationaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que l'on pourrait imaginer
si votre livre se trouvait sur toutes les tables des grands de ce monde et qu'il se penche sur votre livre, qu'il pourrait y trouver des leçons sur la manière de gérer la société, sur la manière de donner des priorités. Je pense par exemple à l'éducation et je lis une phrase d'Erasme que je vais essayer de retrouver qui dit combien le métier d'instituteur, donc on est au XVIe siècle, combien le métier d'instituteur est un métier essentiel. Mais oui, bien entendu, mais c'est celui qui réfléchit se dit par quoi ai-je commencé ma vie d'adulte, mais par une longue période d'enseignement primaire qui porte d'ailleurs mal son nom, parce que c'est plutôt l'enseignement premier qu'il faudrait dire. Mais comment faire des études universitaires sans avoir été formé par des instituteurs qui sont à la base, qui sont le fondement, qui sont la première pierre sur laquelle on construit un savoir ou même une personnalité. Et je voudrais ajouter une chose, je ne sais pas si le temps est compté, sauf le mien, bien sûr, mais il y a un aspect de la pensée d'Erasme qui est qui est à la mode. Parce que d'une part, on a fabriqué un nouveau mot français qui est féminicide, qui exprime l'horreur de toutes ces femmes et de tant de femmes maltraitées, désapprouvées, frappées, assassinées, puisque cide. Mais Erasme déjà disait que lorsqu'un artiste fait une deuxième fois la même œuvre, elle est toujours meilleure. Or, dit-il en conclusion, Dieu a créé la femme en second, donc elle est supérieure à l'homme. C'est la petite phrase par laquelle je termine le chapitre sur l'antiféminisme, dans lequel, effectivement, dans une époque comme la nôtre, où les femmes revendiquent tous les pouvoirs et toutes les missions et toutes les dignités, est absolument d'un modernisme époustouflant. Et dans une époque aussi où les femmes, dans certaines contrées et dans certaines religions, sont martyrisées au nom Ben, de... bien sûr, bien sûr. Et il faut aussi partir du principe que nous vivons aujourd'hui dans une sérénité relative, mais au XVIe siècle, personne ne connaissait la sérénité, puisque de jour et de nuit, les prêtres disaient, proclamaient aussi bien à l'église pendant la messe ou pendant les fameux prônes ou les proches, mais que la souffrance est la preuve que Dieu vous aime. Donc, il faut avoir mal pour mériter son ciel, comme on disait alors. Les gens vivaient dans la terreur permanente de mourir d'une mort subite. Ça, c'était la torture, la malédiction la plus épouvantable qui soit, parce que mourir d'un coup sec, c'est mourir sans l'aide du prêtre, sans être absous de ses péchés. La notion de péché qui nous a complètement échappé aujourd'hui, et en un certain sens, personnellement, à titre personnel, je m'en réjouis, parce que ça n'est pas drôle de vivre dans une terreur permanente, de la condamnation au pire feu, songer au message de l'Apocalypse, songer à toutes les gravures, les Totendances, les danses de la mort, surtout répandues en Allemagne. Les gens ne pouvaient pas s'endormir le soir sans imaginer le pire. Donc, Erasme a vraiment tout dit, il a tout abordé, et j'espère qu'une seule chose, c'est que, bien sûr, c'est le rêve de tous les auteurs, de tous les écrivains, c'est d'être lu et surtout éventuellement interprété par le plus grand nombre de lecteurs possible. Et parmi ces lecteurs, bien sûr, mais je sais que j'imagine tout, sauf la vérité, par les plus grands, par les puissants, par ceux qui ont le dessein des hommes dans les mains. J'ai retrouvé la citation exacte et complète d'Erasme à propos des instituteurs, et elle est tellement belle que je vais la dire, même si nous allons parler d'autres choses ensuite. Être instituteur est un office presque royal. C'est quand même une belle manière au XVIe siècle de reconnaître la noblesse d'un métier comme celui-là, à une époque où les enfants n'étaient pas nécessairement considérés comme ils le sont aujourd'hui. Non, mais il y a un autre aspect qui est absolument fascinant, c'est que dans l'enseignement secondaire, le nombre de professeurs qui disent du mal de l'école primaire, des instituteurs qui, à leurs yeux, parce qu'ils ne sont pas universitaires, sont presque des cloportes, alors que
c'est une lutte sociale quasiment, le mépris des, moi, je n'ai rencontré que des entendus de mon temps, mais ça remonte bien sûr à plusieurs décennies. On critiquait l'enseignement primaire. On disait si nos élèves sont si mauvais, c'est que l'école primaire est mauvaise. Mais j'entends la même chose au niveau universitaire. Si l'enseignement secondaire était bon, nous n'aurions pas, disent les professeurs d'université, autant d'étudiants qui doivent abandonner, qui doivent tout lâcher parce qu'ils n'ont pas la faculté de continuer leurs études supérieures. Enfin bref, la nature humaine n'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais un écrivain belge a dit un jour, il faut admirer l'homme, ne jamais le détracter, parce que cette attitude-là est bien supérieure en résultat que le mépris. Alors, peut-être pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on revienne un peu à vous, Jean-Pierre Van den Branden. Volontiers. Et alors, j'ai ici un recueil de poèmes que vous avez écrit avec toute la modestie que l'on vous connaît ou à laquelle vous essayez de nous faire croire. Un recueil de poèmes qui m'a énormément touché parce que, d'une part, il montre ce goût pour l'écriture, pour le fait de formuler de la manière la plus imagée en même temps que la plus intelligente et la plus sensible qui soit, tout ce que vous écrivez, et même dans votre manière de parler. Mais alors, j'aimerais que vous racontiez quand même l'anecdote de la première publication de votre poème à l'âge de 15 ans et que vous nous évoquiez ce que vous en a dit la reine Fabiola lors d'une visite qu'elle faisait de la maison d'Erasme. Non, là, je vous corrige tout de suite. Ce n'est pas à la maison d'Erasme que cela s'est produit. J'étais président des conservateurs du musée de Belgique à ce moment-là. Et à ce titre très honorable et très distingué, j'ai conduit une délégation dans un congrès international qui avait été invité par le bourgmestre Van Alteren, Pierre, à l'hôtel de ville de Bruxelles. Et je vois la reine en bout de salle, dans la salle gothique que vous connaissez sûrement, qui me repère, qui me voit. Je lui avais envoyé mon recueil de poèmes un mois avant et elle demande à un officier son ordonnance de m'inviter à la rejoindre. Et c'est un spectacle qui m'est resté en mémoire parce qu'il a suscité pas mal de réactions parmi mes collègues. Comment? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous puisque la reine veut lui parler? Alors donc, imaginez que cette ordonnance traverse la salle gothique au centre jusqu'à moi, qui claque des talons, toutes ses médailles frétillent sur son large poitrail. Je le suis. Tous mes collègues me regardent avec inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire? Enfin bref. Bref, ils m'en ont parlé longuement après et j'ai su qu'ils étaient tous jaloux. Bref, j'en termine par cette petite phrase méchante. Et je m'adresse donc à la reine, je lui présente mes hommages, et elle me dit, et j'ai insisté sur le fait qu'elle avait une longue main gantée et qui me récite par cœur un de mes poèmes. Là, je tombe des nues parce que moi-même, j'en ai jamais étudié un seul par cœur, mais elle le fait et elle scande sa lente diction d'espagnol, mais qui parle parfaitement le français. Et je vois sa longue main qui scande, qui marche, qui marque la phrase, le rythme de la phrase. Et c'est un poème absolument presque innocent où je dis que un nuage passe au-dessus de ma tête. Je vais vous le lire, je vais vous le lire. Ah, mais ça va, parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, je vais vous le lire. Un nuage, donc, c'est la reine Fabiola qui vous récite ce poème. Un nuage s'accroche à ma plume, le voilà prisonnier. Il pleure doucement sur la feuille de papier. Un hasard malin guide les filets liquides qui se disposent sur la feuille de papier. Les lettres jouent à se pousser, à se rejoindre, à se quitter. Et quand le nuage a pleuré toute sa chair, mon poème est écrit sur la feuille de papier. C'est du carême. Ça, c'est le compliment sublime que vous Voilà. pouvez me faire parce que vous le savez mieux que quiconque.
j'ai été un des grands familiers de Maurice Maurice, Sendak. que j'ai fréquenté pendant des années, depuis l'année 1940. C'est lui qui m'a conseillé d'écrire, qui m'a dit tu dois écrire parce que c'est le bonheur sur la terre. On ne peut pas être un homme heureux si on n'a pas la possibilité de coucher sa pensée sur du papier. Bref, Maurice est un ciseleur de rimes et il m'a toujours, parce que j'ai bien souvent traversé des périodes de doute. D'ailleurs, tout mon recueil, la préface dit que je me suis interrogé 1000 fois, est-ce que je suis un poète? Et la réponse est inéluctable, mais non, pas du tout, comparé à Verlaine ou à Baudelaire ou à Mallarmé. Non, tu n'es pas je suis comment dirais-je, un rimailleur. D'ailleurs, c'est un mot que Maurice m'a souvent employé. Il fallait dire versificateur, bien sûr, mais non, lui, il préférait le mot rimailleur, qui est un peu plus féroce. Qui est un peu plus combatif aussi, hein. Donc ça vous Voilà. ressemble bien. Et puis peut-être qu'il est heureux que vous ne vous soyez pas lancé dans une carrière de poète pour nous permettre de découvrir avec vous l'œuvre d'Erasme. Et donc, au nom d'Erasme, je vous remercie d'avoir renoncé à une carrière de poète. Jean-Pierre Van den Branden, je propose que nous arrêtions ici cet entretien. J'ai été ravi de l'enregistrer, même si ça a été un peu compliqué. Et je reviens sur mon invitation que je formulais. Il serait peut-être bon, plutôt que de casser votre plume, que vous la reconstruisiez pour commencer une sorte de manuel de l'Érasmien débutant pour initier le public à ce qu'a été Erasme, comme vous avez été vous-même initié à Erasme dès votre plus jeune âge ou presque. On a dans votre livre d'ailleurs un dessin, une caricature d'Erasme, l'éloge de la folie, que vous avez dessiné quand vous aviez 10 ou 12 ans, je crois. Et donc, c'est tout à fait et touchant, émouvant, et ça démontre bien la sincérité et la profondeur de votre démarche à son égard. Merci Jean-Pierre Van den Brand. C'est moi qui vous remercie. J'ai bu du petit lait.